13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé hier vendredi à N'Djamena, la capitale du Tchad. Il représente le président Alassane Ouattara au sommet extraordinaire de la SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, sommet qui a démarré ce samedi matin. Vous le verrez en tout début de journal. Amadou Gon Coulibaly, lui, est à Washington. Hier, à la Chambre de commerce des États-Unis, le Premier ministre a présenté les atouts que constitue le marché ivoirien en matière de transformation de l'anacarde. Le pays ne transformant aujourd'hui que seulement 6% de sa production. Le reportage de notre envoyé spécial à suivre dans 5 minutes. Le général Ben Aouf, qui avait pris la tête du conseil militaire formé après la destitution d'Omar el-Béchir au Soudan, a annoncé hier sa démission et nommé le général Abdel Fattah Abderrahmane Bourhan comme successeur. Depuis jeudi, la rue réclamait le départ du chef du conseil militaire de transition sous sanction américaine pour des violations des droits de l'homme au Darfour. Je vous le disais, le vice-président de la République est depuis hier après-midi à N'Djamena au Tchad. Daniel Kablan-Duncan représente le président Alassane Ouattara ce samedi au sommet extraordinaire de la SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Cette rencontre de haut niveau vise à redynamiser l'organisation sous-régionale. Mahama Traoré est notre envoyé spécial dans la capitale tchadienne. Il nous livre ici les enjeux du sommet. N'Djamena, la capitale du Tchad, accueille ce samedi 13 avril le sommet extraordinaire de la SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Une communauté forte de 24 pays membres dont la Côte d'Ivoire. Créée le 4 avril 1998 à Tripoli en Libye, la SENSAD s'est donnée pour mission de faciliter l'intégration économique des États de la zone sahélienne. Face aux nouveaux défis de développement, les chefs d'État avaient pris la décision de restructurer l'organisation lors d'un précédent sommet extraordinaire tenu en 2013 dans la capitale tchadienne. Cette volonté de restructuration vise à rendre la SENSAD plus efficace et à même de répondre aux attentes des populations des États membres. La SENSAD pourrait donc se doter d'un nouveau traité lors de ce sommet extraordinaire. Ce nouveau traité aura pour priorité la sécurité régionale et le développement durable. La Côte d'Ivoire sera présente à ce sommet de N'Djamena. Le président Alassane Ouattara y sera représenté par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Et justement, ce matin, le sommet extraordinaire de la SENSAD s'est ouvert en présence des chefs d'État du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Togo et bien sûr de Daniel Kablan-Duncan, le vice-président ivoirien. L'entrée en vigueur du nouveau traité de la SENSAD adopté en 2013 est à l'ordre du jour, comme vient de nous le dire Mahama Traoré. Ce nouveau traité aura pour priorité la paix, la sécurité et le développement durable. On en parle plus en détail ce soir dans le 20h qui vous sera présenté par Marie-Laure Ngoran. Voilà 48 heures que le Premier ministre est à Washington dans le cadre des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale. En marge de la rencontre, Amadou Gon Coulibaly était hier à la Chambre de commerce des États-Unis où il a présenté les atouts que constitue le marché ivoirien en matière de transformation de l'anacarde tout en vantant le climat de paix qui prévaut en Côte d'Ivoire et l'environnement propice aux affaires. Adama Koné depuis les États-Unis d'Amérique. Vendredi 12 avril, 19h GMT, Washington, Chambre de commerce américaine. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly face à une centaine d'hommes d'affaires américains. L'exercice est de taille, séduit les opérateurs américains à inscrire la destination Côte d'Ivoire sur leur agenda d'investissement, car la saison est bonne. Le temps est aujourd'hui favorable pour que les entreprises américaines viennent nombreuses investir en Côte d'Ivoire. C'est le message que nous voulons vous passer en tant que Premier ministre, représentant ici le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Comme opportunité d'investissement, la délégation ivoirienne mise sur la transformation des matières premières, spécifiquement l'anacarde. Les arguments, elle en dispose et elle les livre. Les Américains sont le premier importateur d'amandes dans le monde et donc les deuxièmes pays consommateurs d'amandes. Il est extrêmement important que nous venons vers eux pour leur dire que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Et donc, il faut qu'ils raccourcissent le circuit des amandes
et donner donc de la traçabilité aux produits que le consommateur américain retrouve dans son assiette. Nous considérons qu'au lieu d'avoir une production de la noix de cajou ivoirienne qui part donc au Vietnam ou en Inde pour être transformée avant d'être envoyée aux États-Unis pour la transformation finale, qu'il vaut mieux que nous établissions donc un partenariat qui permette que des industries américaines viennent s'installer en Côte d'Ivoire, transforment avec des Ivoiriens la noix de cajou en Côte d'Ivoire et l'exportent vers le marché américain. À la sortie du huis clos après la séance d'ouverture, les investisseurs américains manifestent leur sensibilité à l'avantage comparatif que représente le marché ivoirien dans la sous-région. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le point le plus compétitif, c'est dans l'agrotransformation. Et la cajou, 40% de production mondiale, sortir sans transformation locale, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on transforme là. C'est surtout ce secteur d'agrotransformation qui est attirant pour les Américains, c'est clair. Avec la présentation aussi, c'était super bien. C'était clair. Maintenant, c'est aux Américains de comprendre qu'il y a une opportunité en Côte d'Ivoire pour qu'ils viennent s'investir, surtout sur l'agro-business. Absolument séduit. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir plus d'opportunités pour investir encore plus en Côte d'Ivoire, et avoir le Premier ministre qui est là et qui nous a donné plus d'informations a été vraiment bénéficiel pour nous aux États-Unis. Mission accomplie pour le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly évalue cette table ronde. Nous pensons que cela a été compris et j'ai bon espoir que dans les mois à venir, donc, des opérateurs américains viennent en Côte d'Ivoire pour booster l'objectif de transformation de la noix de cajou tel que fixé par le président de la République. En marge des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, cette offensive économique de la Côte d'Ivoire aura été un des points culminants du séjour du Premier ministre dans la capitale américaine, Washington. On en vient maintenant à la lutte sans cesse accrue contre la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le gouvernement intensifie les actions chaque jour un peu plus. Une loi interdisant le travail des enfants existe depuis 2010. Elle a même été revue et renforcée. Et un comité national de surveillance des actions de lutte présidé par la Première Dame a été mis sur pied. Reste le défi de la prise en charge des enfants victimes. Pour cela, un centre d'accueil a été créé à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, par la Fondation Children of Africa. Traite et travail des enfants, le centre de Soubré, un nouvel espoir pour les victimes. C'est un grand reportage signé Mahama Traoré. Dans la région de l'Anawa, Marie-Josée Koué fait de l'autonomisation de la femme son combat. Avec son ONG EFRAD, Essor des femmes rurales actives pour le développement, elle sensibilise aussi les communautés rurales sur les dangers liés au travail des enfants. Ce matin, elle est à Babouagui, village situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Soubré. Je vous demande pardon de vraiment bien entretenir vos enfants. Ne les maltraitez pas. Envoyez-les à l'école. Ne prenez pas les enfants pour travailler dans les champs. Ce n'est pas normal. Les enfants ont droit d'aller à l'école pour leur avenir de demain. Dans ce village, Marie-Josée ne fait pas que sensibiliser. Elle va aussi visiter et rassurer la famille Babonyepa sur les conditions de prise en charge dont bénéficie désormais Stéphanie, leur enfant de 8 ans. Depuis quelques semaines, la fillette vit dans ce centre d'accueil pour enfants à Soubré grâce aux bons offices de l'ONG EFRAD. Stéphanie a désormais la chance d'apprendre à lire et à écrire comme les autres pensionnaires de ce centre. Les premiers moments pour un enfant, c'est toujours difficile pour s'adapter. Voilà, mais on les motive, on échange avec eux, on les met en confiance. Pour ceux qui ne sont pas là à l'école, ça c'est le niveau 0, ça c'est l'alpha pur. Pour ceux qui ont déjà acquis quelque chose dans le système classique, quand ils arrivent ici, on essaie de faire ce qu'on appelle un renforcement afin de garder son niveau, pourquoi pas améliorer pour qu'au sortir d'ici, ils puissent intégrer le système normal et continuer. En plus de l'alphabétisation, les pensionnaires ont aussi l'opportunité d'apprendre des métiers comme la couture et la coiffure. Là, c'est une chemise. Non, tu coupes dessus, ça va diminuer les mesures. Donc, tu dois couper juste. Ce centre est une réalisation de la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara. Sa vocation est d'accueillir des enfants en situation de détresse dont l'âge varie entre 5 et 18 ans.
des victimes de maltraitance, de négligence, de traite, d'exploitation ou même de pires formes de travail. Pascal était exploité à des fins d'orpaillage. Son calvaire a pris fin lors d'une opération de démantèlement menée par les agents des eaux et forêts. Un monsieur qui m'a vu m'a dit de venir, on va travailler. Je ne savais pas c'est quel travail, on va venir travailler en Côte d'Ivoire ici. Je suis arrivé, je suis trouvé que c'est pour creuser l'or. On se lève 5 h du matin jusqu'à 18 h. Je sais pas, pour se reposer un peu 5 minutes, pour manger, et puis pour boire, et puis vous allez se lever encore commencer. Dans ce centre, nous avons aussi rencontré ces jeunes filles. Originaires du Nigeria, elles se sont retrouvées prises au piège d'un réseau de traite à des fins d'exploitation sexuelle à la frontière ivoiro-ghanéenne. Quand mon camarade qui était ici, il est venu là-bas, il me dit, on va venir, il va m'aider à venir ici. Il a cherché l'argent, il est parti faire quelque chose. Chercher l'argent comment? Blessing n'en dit pas plus sur ce qu'elle exerçait comme activité. Tout ce qu'elle souhaite avec ses consoeurs, c'est de retourner au pays afin de reprendre une vie normale. Le centre, lui, de par ses commodités, permet à ses pensionnaires de reprendre goût à la vie. Dortoir salubre, salle de jeu, bibliothèque, activités sportives, en plus de 4 repas par jour. Depuis son ouverture en juin 2018, le centre a reçu une 50aine d'enfants. Le séjour aussi dure 6 mois au maximum, conformément à la loi. Le temps pour les responsables du centre d'accueil d'organiser la réinsertion sociale de l'enfant. L'enfant qui bénéficie d'une réinsertion scolaire, nous proposons de le suivre sur 3 ans, c'est-à-dire pendant au moins 3 années scolaires. L'enfant qui commence un apprentissage ici au centre, quand nous le réinsérons avec les partenaires potentiels, nous faisons en sorte qu'il bénéficie de la poursuite de sa réinsertion avec, à l'appui, au terme de sa formation, une alternative d'installation. Si dans une zone donnée ou dans un village donné, nous avons plusieurs enfants, on peut les regrouper et puis leur monter des projets que nous pouvons proposer pour financement à des partenaires afin que la réinsertion soit réussie. Nous avons retrouvé le premier pensionnaire du centre d'accueil. Après 72 heures passées au centre, le petit Félix a été remis à sa mère, enseignante à Touadji 2, village du département de Méagui. Victime de négligence, Félix a été recueilli par les services sociaux lors d'une fugue. Aujourd'hui, avec l'appui du centre d'accueil, le gamin a repris le chemin de l'école et semble avoir oublié les mauvais souvenirs. Étant là-bas, j'ai vu que l'enfant s'épanouit. Lui-même, il a dit, même comme ça, à sa grand-mère, quand je vais grandir, je vais bâtir une maison comme ça aussi. En tout cas, il a aimé le coin. Retour à Soubré, capitale de la Nawa. Les terres de cette région produisent à elles seules 40% du cacao ivoirien, un potentiel agricole qui attire les réseaux de passeurs d'enfants. Par le passé, la prise en charge des enfants était le véritable point faible des actions de lutte menées par les travailleurs sociaux. Avant l'avènement de ce centre-là, il était très difficile pour nous lorsque nous avons un enfant dans une situation de vulnérabilité quelconque, que ce soit viol, victime de maltraitance ou de traite. Nous n'arrivions pas à avoir des familles pour les accueillir. Donc c'était vraiment difficile pour nous de pouvoir faire la prise en charge holistique de ces enfants-là. Parce qu'un enfant victime, il faut pouvoir le retirer de sa situation de vulnérabilité afin de pouvoir lui apporter ce qu'il faut pour pouvoir mieux le prendre en charge. La fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a déjà lancé la construction de 2 autres centres d'accueil à Boaké et à Ferkessédougou. Pour l'heure, celui de Soubré tente d'offrir à chacun de ses pensionnaires une vie meilleure, celle que devrait connaître chaque enfant. C'était un reportage signé Mahama Traoré. Depuis jeudi dernier, les ministères impliqués dans l'élaboration du budget de l'État sont en formation à Grand-Bassam. C'est à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Une formation initiée par la Direction générale du budget et des finances. L'objectif, c'est de préparer la Côte d'Ivoire au basculement en mode budget-programme en 2020 selon les directives de l'UEMOA. Pour les non-initiés, notre reporter Jean-Jacques Kwame nous explique maintenant ce qu'est le budget-programme. Le budget-programme a pour objectif d'insuffler une plus grande cohérence entre les priorités de développement et les allocations budgétaires
de sorte à accroître l'efficacité de la dépense. La Côte d'Ivoire, qui veut maîtriser ce nouveau mode de gestion des finances publiques, a initié cette formation qui réunit les experts des différents ministères impliqués dans l'élaboration du budget. Il s'agit d'une phase pilote de reconstruction du budget 2019 en budget programme. De façon spécifique, il s'agit de reconstituer dans le module élaboration des actes budgétaires les données du budget de moyens 2019 sur la base de la nouvelle nomenclature budgétaire à utiliser dans le cadre des budgets programmes. Ce qui change, c'est tout simplement le fait que désormais, avant de vous affecter des moyens, on va vous demander quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. C'est en fonction des objectifs et de l'évaluation des coûts de ces objectifs-là que les moyens désormais seront affectés. Il s'agit donc d'un budget basé sur les objectifs de performance de l'ensemble des cadres dirigeants, en tout cas de l'administration publique. Contrairement au budget annuel, le budget programme est élaboré et présenté pour une période de 3 ans en lieu et place des titres. Le budget est voté désormais par programme et par dotation. Le basculement effectif en mode budget programme, selon la réglementation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, est fixé au 1er janvier 2020. Allons maintenant voir comment avancent les travaux de réhabilitation du tronçon Bouaké-Kanaolo sur la nationale A3. Long de 125 km, les travaux sur cet axe ont été lancés en août dernier et depuis 2 mois, c'est la phase effective d'exécution. Plus de 100 milliards de francs CFA à travers le C2D ont été mobilisés pour cette réhabilitation que Amédée Kofi Kouakou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, vient de visiter en compagnie de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Reportage Léon Brou de la station régionale RTI Bouaké. Ouvriers, techniciens et ingénieurs à la tâche sur le tronçon Bouaké-Kanaolo. Un seul objectif, réhabiliter entièrement cette portion de la nationale A3, longue de 125 km d'ici la mi-année 2020. Possible, rassurent les entreprises en charge de ces travaux, évalués à 87 milliards de francs CFA, financés par la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Aussi expliqué aux membres du gouvernement et à l'ambassadeur de France la qualité de l'ouvrage. On recycle les matériaux existants sur la chaussée. On leur apporte un petit peu de matériaux neufs, 5 cm de cailloux concassés par le groupement neuf, et ensuite on leur fait un apport de ciment et ensuite on charge le reste avec 2 couches de revêtement d'une épaisseur de 20 cm. Ma responsabilité en tant qu'ambassadeur, c'est de venir sur le terrain pour voir ce qu'on fait, pour voir le respect des délais. Parce que c'est une route qui a été déterminée comme stratégique par son Excellence le Président de la République. 2 mois que ces travaux ont effectivement démarré, les 6 premiers mois depuis leur lancement en août dernier, ayant servi à la préparation du chantier. Pour le ministre de l'Équipement routier, c'est une satisfaction. Les populations de cette zone, pendant longtemps, se sont plaints de l'état de la route. Le Président de la République a été à leur écoute avec l'appui de la France. La route est en train d'être réhabilitée. Le calendrier va être tenu. Donc avant fin 2020, ils vont avoir une route en très bon état. C'est un impact très important parce que vous savez que Bouaké est une ville carrefour où commerce et transport, pour l'essentiel actuellement, tirent toute l'économie. Cap sur Ndenou, département de Bouaké, le ministre de l'Équipement routier et l'ambassadeur de France ouvrent à la circulation le 8e pont réalisé sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. L'ouvrage de Ndenou a une longueur d'environ 34 mètres et contribuera de manière certaine à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la politique générale d'entretien des routes, à savoir le désenclavement des zones à forte potentialité économique pour y induire le développement des activités économiques. 770 millions, coût de ce pont métallique, le premier d'un lot de 11 pour 14 milliards de francs CFA, également octroyé par la France à travers le contrat de désendettement et de développement. La 2e édition de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement est annoncée pour juillet 2019. C'est une tribune pour renforcer les capacités des gestionnaires de projets, notamment les collectivités locales, l'administration publique et même le secteur privé. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse en présence de notre reporter, Cheikh Koné Aboubakar. Les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement en Afrique,
C'est le thème qui va sanctionner la 2e édition de l'Université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement, UPGP. Environ 300 professionnels provenant d'une dizaine de pays sont attendus. Cela va nous permettre de renforcer les capacités de tous les décideurs, tous les acteurs des secteurs publics et privés. C'est sur comment on monte des projets d'infrastructure qui peuvent avoir la chance d'avoir des ressources financières, comment est-ce qu'on mobilise les ressources, comment est-ce qu'on exécute ces différents projets. L'objectif de l'UPGP est de contribuer au renforcement des capacités des décideurs et acteurs publics et privés, afin de mobiliser des ressources pour le financement de projets de grande ampleur. Car ce n'est un secret pour personne, en Afrique, les performances en matière d'infrastructure restent peu satisfaisantes malgré les progrès importants réalisés dans certains secteurs. Surtout que la problématique du financement demeure le principal obstacle. Comme souvent les ressources ne suffisent pas et que les besoins sont très élevés, ces genres d'occasions qui sont mises en place, des genres d'occasions qui sont là, permettront à un point douté aux autorités de trouver des solutions à ces problèmes-là. Durant 3 jours d'échange et de partage d'expériences, les participants bénéficieront d'une mise en relation d'affaires pour faciliter le financement de leurs projets. Une initiative saluée par le gouvernement. Une faiblesse qui a été donnée de voir en matière de défis de développement, c'est la faible capacité des acteurs à réfléchir les projets de développement, à élaborer les projets, à mobiliser les ressources financières, mais surtout à procéder à l'entretien et au suivi des projets qui nécessitent quelquefois des financements très importants. La première édition de l'UPGP s'est tenue en 2018. Elle a enregistré 469 participants. François Albert Amicha et son équipe viennent de déposer leurs valises à Korogo. Après les étapes de Yamoussoukro et San Pedro, le ministre de la Ville est à Korogo depuis hier vendredi pour s'imprégner des réalités du terrain et de s'enquérir des problèmes que connaît la ville. Le reportage d'Ami Sissoko, notre correspondante dans la région. Korogo est la 3e étape de la tournée d'imprégnation à l'intérieur du pays du ministre de la Ville, François Albert Amicha. Une visite de terrain après celle de Yamoussoukro et de San Pedro pour s'imprégner du quotidien des populations. Surtout, faire l'état des lieux de la capitale du Poro en matière de salubrité, de voirie, d'urbanisation, d'assainissement et de mobilité urbaine. Le corridor sud, qui est l'entrée principale de la ville de Korogo, la berge sud du barrage Nankoulor au quartier Koko, la voie de contournement au quartier Petit Paris et la place de l'Indépendance au centre-ville ont été visités par les autorités locales et la délégation ministérielle. Nous sommes impressionnés, après la visite de Korogo, par l'état de salubrité de cette ville. Vous savez que le Premier ministre a un grand projet pour la ville de Korogo. Vous savez que le conseil municipal a été élu sur un programme de développement et vous savez également que le conseil régional prévoit des réalisations. Il s'agit pour nous d'harmoniser tout cela, de voir à court, moyen et long terme ce qui peut être fait pour que la ville de Korogo puisse remplir toutes ses ambitions et surtout répondre aux attentes des populations. La visite de terrain et la projection d'un film sur la ville de Korogo ont permis d'apprécier l'existant et de proposer aux autorités locales des solutions pour l'embellissement de la ville, choisie pour les compétitions de poule de la CAN 2023. J'ai déjà dit merci au ministère de la Ville et surtout au ministre lui-même d'être venu à Korogo, relever des sites qu'ils ont bien regardés, qui nous ont permis de comprendre non seulement les missions de ce ministère, ses attributions, mais surtout ce qu'il peut faire pour une ville, pour la rendre plus belle, plus coquette et plus viable. Après cette visite du ministre François Albert Amicha, les équipes techniques du ministère de la Ville et celles des collectivités continueront de travailler de concert sur la ville de Korogo en vue de proposer au gouvernement ce qu'il convient de faire pour la capitale du Poro. Autre gage pour la beauté d'une ville, c'est bien la salubrité. Et depuis 2007, une brigade existe en Côte d'Ivoire pour veiller à la salubrité urbaine. Pour qu'elle soit plus efficace, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a décidé de mieux la structurer, d'où l'organisation d'une rencontre sur la réforme de la brigade. Réunion qui a porté sur le toilettage des textes juridiques qui régissent le secteur. C'était en présence de notre reporter Grace Kondo. Adapter la brigade de salubrité à la nouvelle politique de gestion des déchets, rendre plus performantes ses activités et lutter contre l'incivisme des populations, des préoccupations qui seront prises en compte au cours de cette rencontre portant sur la réforme de la brigade de salubrité.
La réforme s'articulera autour du toilettage des textes juridiques et l'élaboration d'un plan de travail efficace et dynamique. Les gens, il est tout normal de jeter les cleaners sur la route. Et pendant qu'ils le font, il y a les bonnes dames qui nettoient. Vraiment, il faut qu'on ramène les gens aux fondamentaux. Les tests vont venir accompagner, ça va être plus répressif et puis ça va être appliqué. Là, vous avez entendu Mme le ministre parler de la plateforme. Ça dit que ce ne serait pas seulement l'affaire de la brigade de la stabilité, mais toutes les forces répressives vont rentrer dans la danse au niveau de la plateforme. Et même les populations même seront appelées à faire la police auprès des autres. Pour la ministre Anne Oloto, un changement de comportement des populations s'impose en matière de gestion des déchets. Il nous faut donc agir. Et agir vite pour inverser la tendance. Cela ne peut plus continuer. Les Rwandais, les Marocains, les Ghanéens et bien d'autres peuples en Afrique ont réussi à changer de comportement pour un cadre de vie propre et sain. Pourquoi les Ivoiriens n'y arriveraient-ils pas? Nous devons maintenant passer à la phase de coercition. La rencontre sera le lieu de proposer une plateforme de collaboration entre la brigade de salubrité et les autres entités de lutte contre la dégradation du cadre de vie. Le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, enjeux économiques, questions environnementales et dynamiques socio-économiques d'un pôle d'attraction. Voilà le thème du tout premier colloque international sur le centre-ouest. Pour y prendre part, les chercheurs et enseignants-chercheurs qui ont fait le déplacement de Daloa sont venus aussi bien des universités de Côte d'Ivoire que des États-Unis pour réfléchir sur tous les aspects du développement de cette région. Les précisions de Soro Corona, notre confrère de RTI Bouaké. En vue d'établir le diagnostic et de faire des suggestions pour le développement socio-économique du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, un colloque international se tient à l'université Jean-Lourounion-Guédé de Daloa. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont venus des universités ivoiriennes et des États-Unis d'Amérique pour cette rencontre de haut niveau. Et participer à ce colloque, c'est partager avec mes collègues ivoiriens et des collègues africains le peu que je sais, que je pourrais dire de mon travail. Les questions d'immigration et d'immigration à partir de Daloa ont fait l'objet des débats. Le professeur d'histoire Cissé Chekouna, à travers une conférence inaugurale, a édifié l'assistance sur l'origine du peuplement de Daloa. Ce n'est pas une surprise pour moi en tout cas de voir Daloa devenir une plaque tournante de la migration clandestine cette fois-ci. Montrer comment ce n'est pas de façon sui generis que Daloa est dans l'orbite des caravaniers, djoula, des commerçants, des réfugiés. C'est une tradition de longue date que Daloa soit une plaque tournante. Pour la présidente de l'université Jean-Lourounion-Guédé de Daloa, les travaux de ce colloque viendront répondre aux besoins de la création d'une université au centre-ouest. Ce colloque lance donc la problématique du développement du Haut-Sassandra, c'est-à-dire le centre-ouest, avec les problématiques de l'immigration, de l'agriculture durable et des problèmes d'eau qui se posent également dans la région. Le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, enjeux économiques, questions environnementales et dynamique socio-économique d'un pôle d'attraction. C'est le thème du tout premier colloque international à Daloa. Hier, vendredi, la Côte d'Ivoire et particulièrement le monde de la littérature a dit adieu à Bernard Dadier, la plus grande figure de la littérature ivoirienne. Décédé à Abidjan le 9 mars à l'âge de 103 ans, Bernard Abou-Kofi Melin Dadier a été inhumé ce 12 avril au cimetière de Williamsville à Adjamé. La messe de requiem a eu lieu hier matin à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le tirage au sort de la CAN 2019 a eu lieu hier à Gizeh, au Caire. Les Ivoiriens se retrouvent dans le groupe D avec les Namibiens, les Marocains et les Sud-Africains. Dans cette toute première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes, les 2 premiers de chaque poule ainsi que les 4 meilleurs troisièmes disputeront le 2e tour de la compétition. Le point de nos confrères de RTI Sport. Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie. C'est le verdict du tirage au sort de la CAN 2019.
Les éléphants retrouvent surtout une vieille connaissance, le Maroc de Hervé Renard. Logé au Caire, la Côte d'Ivoire disputera l'ensemble de ses matchs de poule au stade militaire Al-Salam d'une capacité de 30 000 places. Le 24 juin face au Bafana Bafana avant d'affronter le Maroc le 28 juin et la Namibie le 1er juillet. L'Égypte, le pays hôte, bénéficie d'un tirage clément dans la poule A avec la RD Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe, quand le champion en titre, le Cameroun, se retrouve dans la poule F avec le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. Et bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Au Soudan, moins de 24 heures après sa nomination à la tête du Conseil militaire de transition, le général Ben Aouf a démissionné à la surprise générale vendredi soir. Il a été remplacé par l'ancien chef d'état-major Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, une personnalité plus consensuelle qui n'est pas connue du grand public. On ne lui connaît aucune appartenance politique. Il n'est pas issu du parti au pouvoir. L'opposition juge qu'Abdel Fattah Abdelrahman est un homme de dialogue capable de changement. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Victorine Yaoyobwe, Arlène Poka, perpétuement et à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous offrir ce journal. Je serai encore chez vous demain à 13h.